Allez, nous partons du côté de Paris, d'où nous avons en direct Monsieur Antoine Glaser, journaliste indépendant. Bonjour, Monsieur Glaser. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue à Surfim FM et merci de répondre à notre invitation. Cabinet Fofana. Alors, cher Glaser, le 18 février, la CEDEAO, au sortir donc d'une conférence donc, de ses chefs d'État, a décidé de sanctionner la Guinée, le Mali et le Burkina. Selon vous, qu'est-ce qui expliquerait d'une manière générale l'appui de ces sanctions-là et quels peuvent être les effets? Je pense que c'est pas un hasard. Depuis finalement la nomination à la présidence du président Umaro Sissoco Embalo, on avait vu à quel point, quand il a été nommé président au mois de en juillet 2022, et on avait vu que comment il était extrêmement virulent vis-à-vis des chefs et des coups d'État militaires dans ces trois pays. Et donc c'est pas, on voyait bien. D'ailleurs, il a créé quasiment il crée une structure anti coup d'État. Ouais. Donc c'est pas vraiment une surprise le fait que la CEDEAO réagisse contre les trois pays. Mais je crois qu'il faut vraiment distinguer dans les mesures de la CEDEAO. En fait, c'est beaucoup plus compliqué pour les pays qui sont enclavés comme le Mali et le Burkina Faso. Alors que la Guinée, qui a toujours été quand même un peu à part et qui a évidemment une ouverture sur la mer, il y a pas l'étranglement économique et financier de la Guinée, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Les mesures de la CEDEAO sont beaucoup moins contraignantes vis-à-vis de la Guinée, qui est quand même, c'est-à-dire le président, enfin Mamadi Doumbouya, il a des délégations chinoises ou même des australiennes pour le faire, etc. Donc, on a l'impression que c'est un peu à part. Et il faut voir comment la CEDEAO, les mesures contraignantes sont quand même, à mon avis, les moyens de rétorsion sont moins forts sur la Guinée que sur le Mali et le Burkina Faso. Alors, toujours sur ces sanctions, on a vu que à l'occasion de cette réunion extraordinaire de la CEDEAO à Addis Abeba, la CEDEAO elle a non seulement reconduit les sanctions déjà existantes plutôt, mais elle a en plus infligé une interdiction de voyager plus aux dirigeants des trois transitions. Sur l'interdiction de voyager, justement, qu'en savez-vous et quel est le mécanisme de leur entrée en vigueur? C'est toujours assez compliqué parce qu'il y a des pays qui vont finalement, il y a un certain nombre de pays qui vont respecter les conditions mises par la CEDEAO, mais à partir du moment où il y a plus vraiment de loi comme ça internationale. Alors évidemment, ils iront pas dans des pays, un certain nombre de pays occidentaux ou autres qui vont suivre les recommandations même de la CEDEAO. Mais en fait, on a toujours l'impression que quand la CEDEAO prend ses sanctions, que ça va jouer. Regardez le Mali et le Burkina Faso, comment quand même ils ont, malgré les mesures de rétorsion qu'il y avait contre les leaders, ils ont quand même réussi à survivre. Encore une fois, c'est bien sûr que c'est très contraignant, bien sûr que quand on gèle les avoirs de quelqu'un, un certain nombre de pays, il y a des pays où ça ne se fait pas. Donc, faut pas croire qu'il n'y a pas des échappatoires. Je veux dire, on a toujours l'impression que quand ils prennent ces mesures, que c'est terrible, c'est des mesures de rétorsion. Et très franchement, en particulier, encore une fois. Donc, si on vous suit bien, Antoine, si on vous suit bien, ces sanctions ne peuvent pas produire l'effet escompté par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, qui consisterait à contraindre ces juntes à lâcher du lest et à se montrer beaucoup plus coopératives. Moi, j'ai pas cette impression. J'ai pas l'impression qu'ils soient ils peuvent être beaucoup plus coopératifs parce que ils ont des possibilités d'alternance, il y a des réseaux. Vous savez, c'est pas à vous que je vais apprendre à quel point toute cette région
commerce est totalement informel. Et on a vu d'ailleurs au moment même des mesures très contraignantes contre le Mali et le Burkina, Burkina Faso, on a bien vu que il y avait tout à fait il y a des organisations de trafic en tout genre qui s'organisent différemment à partir d'autres pays. C'est pas vous non plus que je vais apprendre que les frontières sont très souvent il y a pas vraiment de frontières pour les gens qui veulent réussir à passer. Donc ils le font sur le plan formel et autres, mais de l'extérieur, les gens qui connaissent pas, ils s'imaginent en disant là, ils vont être totalement étranglés, il va plus rien se passer, ils vont céder. Non, ils ont des marges de manœuvre qu'on ne soupçonne pas. Bah finalement, on a envie avant Nathan Diarra, on a envie de poser la question. Alors, de quel autre moyen de rétorsion dispose la CEDEAO pour justement obtenir un minimum d'efforts de la part des trois transitions pour qu'elles puissent aller dans le sens souhaité par l'organisation sous-régionale? De quel autre moyen dispose la CEDEAO? En fait, la CEDEAO, je ne vais pas non plus sous-estimer les moyens de la CEDEAO, mais comme très souvent au niveau de la CEDEAO, il y a quand même, vous avez bien vu dans le cas du Mali, par exemple, il y a une décision qui est prise, mais vous avez bien vu comment, par exemple, entre la Côte d'Ivoire et le Togo, il y avait une position de chef d'État un peu différente vis-à-vis de monsieur du colonel Assimi Goïta du Mali. Donc, vous voyez, c'est-à-dire c'est modulable. Il y a une décision. C'est vrai que le président actuellement en exercice, le président de la Guinée-Bissau, c'est vrai que Umaro Sissoco Embalo est très ferme et veut montrer que lui, il va les étrangler, tout ça. Mais très franchement, tout ça n'est pas complètement... c'est sur le papier, mais dans la réalité des faits, les pays sont pas tous d'accord et selon leurs propres intérêts, en particulier économiques. Vous savez, ça pèse, par exemple, quand le Mali était totalement sous embargo, ça pesait vraiment sur les ports d'Abidjan et de Dakar. Donc, il y avait quand même des passages, malgré tout ce qu'on racontait, des passages de marchandises, hein. Bien. Dernière question avec vous, Diarra. À quoi peut-on s'attendre comme impact, du point de vue impact vis-à-vis de cette décision de la CEDEAO face à ces trois pays en transition? À mon avis, ça joue beaucoup plus sur le plan individuel que sur le plan économique, en particulier pour la Guinée. C'est vrai que sur le plan économique, mais ces pays se sont déjà ils ont d'autres partenaires. Bon, on a vu bien sûr pour le Mali avec la Russie, ça n'empêche pas des avions aussi d'atterrir. Donc je veux dire, à mon avis, ça pèse plus, c'est des mesures individuelles qui doivent sans doute gêner un certain nombre de responsables de ces pays quand ils sont sur des listes comme ça, des listings peuvent pas voyager, que leurs avoirs sont gelés. C'est ça qui pèse, à mon avis, le plus sur des pouvoirs qui se bunkérisent. Mais encore une fois, je veux dire, surtout toute cette zone sahélo-saharienne, il n'y a pas c'est la nécessité du business et du commerce informel qui domine. Je veux dire, le commerce formel représente finalement assez peu. Oui, mais exactement, M. Glaser. On parle des sanctions individuelles, pas une sanction imposée à la Guinée, au Mali ou en tout cas au Burkina. Il y a eu des sanctions ciblées contre les membres du gouvernement, dont la plupart ont des familles de l'autre côté, qui sont même de double nationalité, et guinéenne et occidentale. C'est de ça qu'on parle. Quel pourrait être l'impact de ces sanctions sur ces personnes visées? Ah non, mais ça, c'est sûr que pour les personnes visées, c'est vrai que c'est contraignant. C'est ce que je dis, c'est vraiment c'est vraiment la mesure la plus contraignante de la CEDEAO. Quand vous avez des gens on les oblige quand ils ont des familles dans des pays occidentaux ou ailleurs, même dans les pays voisins comme la Côte d'Ivoire, dans les banques, Sénégal. Là, il peut y avoir, c'est vrai que c'est une contrainte. Ce sont des contraintes réelles. Sauf que,
encore une fois, moi je veux pas non plus, moi je suis le petit blanc des bords de Seine, hein, comme je dis toujours, même si j'étais récemment à Abidjan ou dans la région, mais je suis pas, je connais pas non plus toutes les capacités de détourner les sanctions de la CEDEAO, mais on a bien vu, moi j'étais surpris par exemple de voir que toute la diaspora malienne en France, où il y a plusieurs, à mon avis il y a au moins 500 ou 600 000 Maliens en France, comment ils ont réussi. Et on ne veut pas non plus leur reprocher à continuer par un certain nombre de moyens détournés à alimenter, avoir toujours à pouvoir alimenter en argent leur famille, malgré le verrouillage à l'époque de la BCEAO sur les transferts d'argent. Donc vous voyez bien que ça s'est fait. Hein. Bien. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait donc dire pour ce numéro de ce lundi. Grand merci à vous, Antoine Glaser, journaliste indépendant. Merci pour votre disponibilité habituelle. Merci bien. Et voilà. Merci à vous. Merci bien. Voilà, ça n'est terminé pour aujourd'hui.